Les Vosges, une destination de tourisme nature à conforter, exemple avec la base de loisirs du lac de la Moselotte, bien connue des pêcheurs et très fréquentée en été. On y trouve des hébergements, un restaurant. C'est un site que la commune de Saulxures-sur-Moselotte veut enrichir avec un projet de centre aqualudique qui veut se démarquer avec ses bassins balnéo intérieurs et extérieurs ou ses espaces de détente. Projet présenté samedi dernier au président de la région Grand Est, Jean Rotner. Ce projet, il est là pour compléter, alors premièrement, l'évolution et la montée en gamme de la base de loisirs, puisque c'est un équipement qu'il faut continuer à faire vivre. Il est là pour apporter un équipement supplémentaire sur le territoire, sur le massif des Vosges. Coût de ce futur centre aqualudique hors taxe, 4 400 000 €, déjà subventionné à 49%. Le maire de Saulxures-sur-Moselotte espère voir grimper les aides grâce à la région dans le cadre d'un pacte territorial de relance et de transition écologique. Les Vosges deviennent véritablement une destination à la mode aujourd'hui, localement, nationalement, parfois même internationalement. Et donc tout ce qui permet de monter en gamme en termes d'hébergement, en termes d'offres de loisirs, j'y suis extrêmement favorable. Le centre aqualudique sera raccordé au réseau de chaleur de la chaufferie biomasse de la commune. La transition énergétique, c'est un des critères essentiels pour le chef de l'exécutif de la région, mais aussi pour Jean Rotner, son domaine, désormais en tant que conseiller à l'urgence écologique pour la candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse. Il est d'ailleurs prévu que la candidate vienne dans les Vosges. Et j'ai bon espoir avec Daniel Gremier d'ailleurs de faire venir Valérie Pécresse pour qu'elle puisse constater aussi un autre sujet d'importance pour les Vosges. C'est l'état de la forêt. C'est la filière bois qu'il faut renforcer et construire. C'est des maires ruraux, avec le président national des maires ruraux, ce cher Michel qui est au Wavre et qui a aussi une réflexion tout à fait particulière sur cette notion de filière bois. L'écologie, encore une fois, c'est l'écologie des solutions, l'écologie de l'action et pas l'écologie simplement des concepts. Le village des Wavres, en 2018, un certain président Macron était passé par là. Pas de date définie pour la visite de Valérie Pécresse, mais son conseiller Jean Rotner sait qu'elle pourra trouver dans les Vosges un exemple de département, selon ses termes, tout à la fois rural, résilient et innovant. 8 heures, Grüssenheim est désert. Les 800 habitants ont dû quitter le village par mesure de sécurité. Seuls les gendarmes circulent dans les rues pour s'assurer qu'il n'y ait plus personne dans les maisons. Si quelqu'un répond, on l'invite à quitter les lieux pour 8 heures du matin, date à laquelle, et heure à laquelle il a été convenu de cette évacuation. Si la personne s'oppose, on lui propose de signer, et on l'invite à signer une décharge de responsabilité. On n'a aucun moyen coercitif à son encontre. Aucune remontée nous a été signalée justement concernant un quelconque refus. Les habitants qui n'avaient pas d'endroit où aller pendant l'opération se sont retrouvés dans la salle polyvalente de Jepsheim, le village voisin. On attend qu'on peut rentrer, mais j'ai pas peur de ça. Hein. On passe le temps ici, et quand ils ont terminé, vous rentrez à la maison. C'est inquiétant. Espérons que ça se passe bien, puis c'est tout. Pour Jean-Paul Simler, cette journée est vraiment particulière puisqu'il a vécu dans la propriété où la bombe a été retrouvée. Il se souvient encore de ce 23 janvier 1945, jour où Grüssenheim a été bombardé. On était au moins 35 dans la cave. C'est la seule maison de la rue qui n'avait pas eu d'obus. Et les gens sont venus se réfugier chez nous. Et alors il fallait faire un peu de feu parce qu'il faisait très très froid. Il y avait 40 cm de neige à l'époque. Et la terre était gelée sur 25 cm. Et avec ma mère, on voulait aller chercher du bois de l'autre côté. Et c'est là que l'avion a fait son piqué et a lâché les 2 bombes. Et je les ai vues se détacher de l'avion. Et heureusement, elles sont tombées dans le jardin et pas dans la cour. Sinon, je ne serais plus là. Les 2 qui ont explosé, je les ai vues tomber. Dans le jardin, elles ont explosé. Mais celle-là, je ne l'ai pas vue tomber. Il est 9h, Grüssenheim est totalement évacué. L'opération de déminage peut débuter. Donc vous pouvez commencer la manœuvre de préparation de la neutralisation.
Un poste de commandement opérationnel a été installé à la salle Saint-Martin de Jebsheim. Le désamorçage de la bombe de 250 kg est suivi à distance. Seuls 4 démineurs sont sur place pour neutraliser l'engin. On va la préparer pour permettre d'enlever, de retirer les amorçages d'ogives et de culots. Les risques existent toujours, si vous voulez, parce que sinon on n'aurait pas pris de mesures d'évacuation. On est sur des probabilités d'occurrence certes très faibles, mais elles existent parce que vous avez un 125 kg d'explosifs sur lequel vous avez une fusée d'ogives, une fusée de culots en amorçage qui peuvent toujours déclencher la bombe. Donc cette fusée a été lancée d'avion, elle a subi un choc assez conséquent en effet terminal, elle n'a pas explosé. Simplement, on ne peut pas dire que parce qu'elle n'a pas explosé, plus rien ne fonctionne. Ce sont des mécanismes qui, 70 ans après, fonctionnent encore. Durant leur intervention, les démineurs ont finalement constaté qu'il s'agissait d'une bombe incendiaire et non explosive. L'opération de désamorçage a été un peu plus délicate que prévu. Elle s'est terminée vers 13h. En 2005 déjà, une bombe similaire avait dû être neutralisée à Grüssenheim. Celle désamorcée aujourd'hui n'est peut-être pas la dernière à se cacher dans les sols de la commune. C'est bien connu, les enfants grandissent trop vite. Désormais, la marque Petit Bateau offre à ses clients la possibilité de donner une deuxième vie à ses vêtements en les déposant dans son réseau de boutiques. On va contrôler différents points de contrôle donc, sur lesquels nos équipes de vente sont formées. Les coutures par exemple, voilà, les boutons. Sur un body, on va recontrôler tous les boutons de pression un à un plusieurs fois. On va contrôler bien évidemment l'aspect général. Et en fait, en fonction du coup de ces points de contrôle, on va reprendre à tel ou tel montant de bon d'achat pour le client qu'il pourra utiliser sur les produits neufs et sur les produits seconde main. Selon leur état, les vêtements sont ensuite revendus comme presque neufs, presque parfaits ou recyclés. Le bébé avait 3 mois et il le retrouve en 6 ou 18 mois ou 12 mois et il l'achète dans la taille au-dessus en fait. C'était l'article coup de cœur. Mais ça c'est du seconde main, Petit Bateau. Pour ce service nommé « Changer de main », l'entreprise a dû imaginer une présentation spécifique de ces articles. La boutique avec la collection actuelle de Petit Bateau. Et ensuite, on a tout le reste de la surface. Donc on a 400 mètres carrés dédiés exclusivement à l'offre de seconde main. Il y a une particularité par rapport aux vêtements neufs. Il s'agit vraiment de pièces uniques. On ne va pas distinguer entre garçons et filles. Ça va vraiment être à la taille et à la couleur pour faciliter l'achat de la seconde main. Modèle vintage ou récent, le rabais par rapport au neuf peut atteindre 85%. Pour cette nouvelle page du développement de la marque, le choix d'inaugurer ici sa plus grande surface de vente de seconde main s'est imposé naturellement. Petit Bateau est né à Troyes. Et ici, on est très proche de notre usine historique de Troyes, donc c'était important pour nous, c'était un message fort qu'on voulait envoyer, de démarrer cette nouvelle aventure en fait au plus près de nos racines. Oui, Petit Bateau, c'est une très bonne marque. Pour le porte-monnaie, la qualité de Petit Bateau, il n'y a pas de souci. Ça va ramener effectivement une nouvelle clientèle qui va être plus attirée par des nouveaux prix ou par ce besoin de consommation responsable. Ça va aussi, dans un autre côté, fidéliser nos clients. Pourquoi ? Parce que justement, on sait qu'on va acheter un produit de qualité chez Petit Bateau et qui est conçu pour durer et qu'on va pouvoir transmettre en fait dans le temps. Il n'y a que ici, à Saint-Julien, qu'on peut trouver une offre aussi large. Et donc, on a de plus en plus souvent des gens qui achètent et du neuf et de la seconde main. Merci. Allez, au revoir, messieurs, dames. Bonne journée. La boutique de Saint-Julien-les-Villas sert de pilote pour évaluer le modèle le plus adéquat pour continuer à étendre ce service. Ici, près de 25 000 articles sont proposés. Comment bien trier ses déchets, comment en réduire le nombre ou comment mieux conserver les aliments, toutes ces questions étaient au cœur des ateliers proposés lors de cette journée de sensibilisation. Particulièrement attentifs et actifs pendant toute la durée de l'animation, les enfants se sentent concernés par les questions environnementales. C'est important de trier parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas assez d'argent pour s'acheter des choses et nous on les jette et on les gaspille. Pour moi c'est important parce que si on gaspille ou qu'on fait plein de pollution comme ça, après la planète, c'est comme si c'était une personne, elle va être malade, quoi. Effectivement, les enfants ont bien retenu les explications données lors des différents ateliers. Là, on a une grande bouteille. Pour avoir la même quantité en petit format, il en faut 2. Au premier atelier, on avait appris qu'il y avait des gros paquets où un seul emballage, ça coûtait pas trop cher, mais plusieurs emballages. Et même si les emballages sont petits, ça coûte plus cher. Le plus que j'ai retenu, faut pas jeter les déchets
dans n'importe quelle poubelle et il faut bien recycler. Parce que c'est vrai que la plupart mettent les déchets par terre ou dans la mauvaise poubelle, ce qui peut polluer ou tuer des animaux. Sensibiliser les plus jeunes aux grands enjeux environnementaux est capital, car s'ils sont les consommateurs de demain, ils peuvent déjà mettre en application ce qu'ils ont appris en parlant à leurs parents par exemple. Ils peuvent aller faire les courses avec les parents et puis comparer les produits et puis se dire que ce produit-là qui est emballé de cette façon, ça va générer plus de déchets, ce sera peut-être plus cher, donc je peux reporter mon choix sur un autre produit. Ça les implique, ça les responsabilise par rapport à ce qu'ils voient et ça leur permet aussi de transmettre ce qu'ils ont appris. Et donc ça permet de faire des adultes plus responsables aussi. L'après-midi s'est terminé par un goûter anti-gaspi, eau en carafe, gobelets réutilisables, fruits invendus ou encore viennoiserie à date courte. Rien n'a été gâché et les enfants n'en ont pas perdu une miette. Infirmières libérales, Marie et Kitty vont former l'équipe Red Voga Bell. En mars, elles partiront avec le dossard 88 direction le Sri Lanka, ce pays au sud de l'Inde, pour relever le défi sportif du Raid Amazon 2022, une aventure réservée aux femmes. Pour moi, c'était un défi personnel pour me dépasser et surtout pour donner un petit rayon de soleil à nos passions, pour parler d'autres choses d'un point positif, autre que le Covid. En perspective, pour cette Belge habitant Senones et cette Vosgienne habitant Salles en Alsace, 6 jours d'épreuves sportives. Mais avant cela, il a fallu récolter les 8 000 € nécessaires au voyage. Et pour lui donner un sens, 5 000 € ont déjà été réunis afin de soutenir les enfants malades. Seuls 2 sponsors déodaciens ont accepté de les suivre dans cette aventure. Du coup, on a retroussé nos petites manches et puis on a confectionné nous-mêmes nos gâteaux, nos confitures, on a fait des ventes de produits régionaux. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi à financer notre participation au Raid Amazon. Et puis en plus de ça, on a pu récolter une belle somme d'argent qu'on va répartir au niveau des associations humanitaires. On s'est rapproché de Kiwanis de Saint-Dié parce que c'est une organisation qui intervient auprès des enfants malades, aussi bien dans de fourniture de matériel ou de donner un sourire aux enfants hospitalisés. Autre bénéficiaire, l'association Arémig, qui doit rénover les chambres mises à disposition pour les parents d'enfants hospitalisés à Nancy. Entre les permanences au cabinet d'infirmières et les journées consacrées au dépistage Covid, difficile de s'organiser pour s'entraîner. Trail, vélo, canoë, tir à l'arc les attendent là-bas. Se lever le matin, quand vous avez enchaîné 5 à 6 jours sur une tournée de 13 heures par jour en cabinet, je peux vous dire que c'est pas évident quand vous devez vous lever à 7 heures et vous savez que vous allez enchaîner une quinzaine de kilomètres de trail. Évidemment, il faut vraiment de la motivation et des vitamines. Et la durée pour enfin y aller. Donc là, on sait qu'on a moins de 3 semaines, on a envie de le faire. On est prête. On est surmotivés. Après un report lié à la crise sanitaire, cette fois-ci, départ le 13 mars pour 300 Amazones motivés à fêter les 20 ans du Raid.